Moi, je voulais juste dire un matin que je suis quand même très content de ce qui se passe avec la pandémie parce que depuis longtemps, je fais référence à des concepts qui semblent abstraits pour bien des gens, mais qui vont devenir très concrets. Il y a beaucoup de débats dans ma tête, dans les événements que je vois, que je formule d'une façon qui semble très théorique, mais c'est parce que je vois le problème derrière. Tu sais, comme, par exemple, j'ai souvent dit des choses dans des débats du genre, ben, ultimement, on se rencontrera sur le champ de bataille, parce que je voyais bien la position inébranlable de l'autre côté. Je voyais bien comment ils étaient pris dans une conviction. Et que, ultimement, c'est pas les arguments qui vont trancher, mais le champ de bataille, qu'il soit démocratique, économique, politique, etc. On le voit par exemple par rapport aux élections américaines en ce moment, il y a définitivement une espèce de propension aux paramilitaires, puis comment que certains groupes d'extrême droite veulent carrément faire un coup d'État, tu sais. Où on le voit avec des personnages comme Didier Raoult, qui est pas stupide, mais qui est l'exception qui confirme la règle dans la science. Tu sais, il est le fameux 1% de scientifiques qui sont pas d'accord avec le consensus puis qui apportent des théories un peu farfelues. Mais pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils sont pris dans l'illusion pour différentes raisons, ou tout simplement parce ils explorent des territoires théoriques différents. À mon avis, c'est souvent des gens qui manquent de sens concret puis qui mélangent des trucs, mais c'est un peu une caractéristique des gens très intelligents. Ça peut rappeler, par exemple, l'autisme. Tu sais, quelqu'un d'autiste peut avoir une extrême spécialisation, mais il peut faire des erreurs dans sa déduction de l'extrême spécialisation parce il va manquer des éléments autistes, notamment. Il n'y aura comme pas de données empathiques, il ne comprendra pas des trucs qui peuvent paraître évidents pour les gens moyens. Quand on dit que le génie est près de la folie, c'est souvent ça. Euh, D'un côté, la personne géniale qui, par exemple, je pense que une des définitions de génie, on va dire, c'est un QI en haut de 145, si je me souviens bien, en termes statistiques, qui donne un percentile de génie. Bon, peu importe, parce que moi je pense qu'il y a d'autres façons d'être génie, puis le mot génie fait plus référence à l'origine des choses, à la genèse. Euh, c'est la même racine que le mot génétique. Et donc, c'est un génie pour moi est quelqu'un qui, dans son raisonnement, remonte à la source d'une problématique. C'est pas une question de quotient intellectuel. Mais donc, en étant très spécialisé, en remontant à la source, en étant génie, on peut devenir fou parce qu'on peut être complètement pris à l'intérieur d'une seule lignée de pensée, une seule... Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, tu vas souvent voir des très bons livres, une personne explique comme un peu tout l'univers avec une affaire. Puis elle a pas tort, c'est juste que, dans le fond, chaque point de l'univers, comme disait Einstein, peut être son centre, théoriquement, selon le calcul de la relativité. Donc, la théorie générale de la relativité, si je me souviens bien, est celle qui parle que chacun des points peut être le centre de l'univers. Donc, c'était une des... comment dire, c'était un des changements de paradigme que plutôt que d'avoir un point référentiel comme, mettons, dire, je sais pas moi, la Terre c'est le centre de l'univers ou le Soleil c'est le centre de l'univers, finalement c'est le noyau de la galaxie qui est le centre de l'univers. Puis à un moment donné, c'est de dire, non, non, en fait, il n'y a pas de centre à l'univers, mais les règles peuvent fonctionner si on regarde chacun des points comme étant le centre. Par analogie, en sciences humaines, ce que ça peut donner, c'est par exemple, tu peux expliquer tout le monde en fonction. Tu sais, je sais pas, moi, je pense au livre Guns, Germs and Steel. Tout avait été expliqué avec ces trois grands concepts-là. T'en as d'autres qui vont parler de la dette. T'en as d'autres qui vont aller dans, je sais pas moi, le mythe. Il y en a d'autres qui vont parler, le phallus, Freud. C'est toutes des théories intéressantes dans le sens où elles prennent un point de vue, elles poussent la logique au bout et elles arrivent à des conclusions universelles. Mais un peu de la même façon, il y a, ben pas un peu de la même façon, mais aussi ces théories-là font toutes la même erreur, c'est qu'il manque un point de vue holiste. Autrement dit, il y a comme pas de théorie complète, parce que il y a pas moyen de formuler quelque chose qui inclurait tout dans la compréhension. Donc, ultimement, ce qu'on appelle la vérité dans le langage mystique, etc., mystique voulant dire muet, voulant dire ne pas parler, devient une expérience où on voit la vérité comme un sentiment,
comme un fait, comme une expérience. Depuis notre centre, on témoigne de la vérité, et là, on n'est pas capable de la mettre en mots. Ça devient transcendant à cet univers-là. Donc, chacun des points de vue ont raison. Ils n'ont pas faux de faire une explication très pointue. Donc, tu écoutes, par exemple, Didier Raoult, et tu vois que sur plusieurs points, il a raison, mais il manque une vision complète de la société. Là où il est très défaillant dans son raisonnement, c'est que lui, c'est un spécialiste de l'infection du virus. C'est pas un spécialiste de la pandémie du côté social. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai critiqué Arruda, surtout pour son début, quand il a cogné à la porte. Je crois que j'étais rendu à dire que finalement, ce qui lui manquait... Ah oui, je parlais d'Arruda, je disais... Tu sais, j'ai vraiment pas aimé comment qu'au début, il a été nonchalant, puis comment il a été négligent, comment il était même absent, je dirais, au début de la pandémie. Je trouve que c'est inexcusable. Mais c'est pardonnable, puis il se reprend. Puis une des choses qui est intéressante quand tu regardes un gars comme Arruda, puis tu le compares à Didier Raoult, c'est que tu dis, OK, Arruda, il a une vision systémique. Il comprend, par exemple, qu'il faut conjuguer, je sais pas moi, les suicides, l'éducation des enfants, les autres maladies, puis que c'est une équation complexe, puis il faut jongler en différents paramètres. De ce point de vue-là, pour moi, Arruda fait une job excellente. Il a parti tard, mais il se rattrape vraiment bien, à mon avis. Mais Didier Raoult, lui, il va dire des choses comme « Bah, c'est juste un virus qui enlève 2-3 ans de la vie. Déjà, on n'est pas pour tuer l'économie pour ça. » Déjà, en partant, l'économie a tué tellement de gens en ce moment. Le système économique est tellement injuste que je m'en calisse de détruire l'économie. Mais si tu voulais vraiment détruire l'économie, il fallait pas si tu voulais vraiment pas détruire l'économie, il fallait pas la banaliser au début de la pandémie. Inversement, il fallait être très sévère. Autrement dit, une quarantaine d'un mois planétaire aurait éliminé le problème. Mais de le banaliser fait en sorte que le virus continue à se répandre. Puis là, tu sais, il y a des choses dans son raisonnement statistique qui font pas de sens, comme, dans le fond, la plupart des virus évoluent en étant de moins en moins dangereux. Je dis la plupart parce que c'est pas une règle logique, ils n'ont pas de cerveau, mais c'est comme une règle d'évolution, si on veut, que le but, c'est de se transmettre. Donc, le virus, comme n'importe quel organisme biologique, vise, par les lois de la survie, de l'adaptabilité, à se transmettre au plus de gens possible. Plus il le fait, moins il va être mortel, dans le sens où il ne veut pas tuer ses hôtes, sinon ça ne se rendra pas loin. Souvenons-nous du SARS-CoV-1. En Afrique, les médecins, dans leur grand soute, le pognaient pareil, puis ils mouraient. Mais ça n'a pas sorti... En tout cas, je pense pas que ça a sorti de l'Afrique. Ça a été vite éliminé parce qu'il tuait trop vite l'autre, donc il ne se répandait pas. Mais s'il se répand beaucoup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, il va y avoir beaucoup plus de morts. Et là, c'est là qu'il faut vraiment comprendre la logique du système. C'est de dire... Et s'ils tombent en état où ils ont besoin d'un respirateur, où ils ont besoin de soins médicaux, puis qu'on peut les sauver après 2-3 mois de traitement, ben il ne faut pas que les hôpitaux soient remplis de ces gens-là. Donc c'est là l'importance de freiner la contagion pour pas qu'il y ait plein de gens. Il y en a des gens de 19 ans là, qui sont morts. Là. Arrêtez avec les histoires que c'est juste des 2-3 ans. Mais tout ça pour dire que Didier Raoult a plusieurs compréhensions très précises de comment aider, de c'est quoi un virus puis tout, mais d'un point de vue holiste, il l'a pas. Et c'est la même affaire avec Trump. Trump a beaucoup de stratégies très intelligentes. On le voit comme là en ce moment, il veut pas céder sa place, mais c'est juste pour frustrer son monde, pour qu'il soit encore plus primé, pour qu'en 2024, il gagne. C'est des stratégies très intelligentes à quelque part, mais il comprend pas des choses fondamentales, comme, en fait, si on vivait sur une planète plus sécure, tout le monde serait gagnant. Donc, en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'affront entre une vieille mentalité et une nouvelle mentalité. On le voit quasiment partout. Tu sais, c'est vrai dans les élections de Montréal qui s'en viennent. Projet Montréal versus Kodak va probablement revenir, puis qui a fait un peu comme Trump. Hein, il n'a pas voulu être sur le parti d'opposition, mais il va revenir en coup d'éclat, puis il va essayer de faire du beau marketing avec ça, avec ses vieux pots de vin, puis cette vieille mentalité-là. Et Projet Montréal qui va vraiment
vers l'action démocratique, vers la construction d'une ville d'un point de vue urbaniste, vers une science, tu sais. On le voit dans plein de mentalités qui s'affrontent. Les résultats électoraux aux États-Unis sont le parfait exemple. Et c'est toujours un peu cette vieille mentalité qu'il faut protéger nos intérêts et donc, je sais pas moi, par exemple, pas aider les immigrants, versus une mentalité que, au contraire, faudrait aller même jusqu'à aider la problématique chez l'immigrant ailleurs, parce que si l'Afrique va mieux économiquement, en fait, la planète va mieux aller économiquement. C'est pas vrai que si les autres pays vont mal, ça nous donne un avantage. C'est d'une façon très, très pointue et non holiste que ça semble donner un avantage du genre cheap labor, du genre je suis capable de gaspiller, mais ça crée des sociétés de consommation superficielle avec plein de détresse émotionnelle. Ça crée pas de la prospérité, de la vraie abondance, de la vraie joie. Mais bref, tout ça pour dire que je suis content de ce qui se passe en ce moment planétairement parce que c'est en train de vraiment mettre sur la table les enjeux et pour moi, l'élection américaine est le symbole ultime de ce qui est en train de triompher. Le fait qu'il y ait eu 4 millions de plus de gens qui ont voté pour Biden, 74 millions contre 70 millions, si je me souviens bien des chiffres que j'ai lus, est énorme. Et donc, au niveau du... Tu sais, c'est compliqué le collège électoral et tout ça, mais au niveau du vote populaire, c'est même pas compliqué. C'est pour ça aussi qu'il faut que les gens font comme vient à l'évidence, c'est qu'il y a un vote populaire immense derrière Biden qui fait en sorte que même s'il y a certains États où c'est un peu serré, ultimement, la voix populaire donne raison au camp démocrate et montre que l'humanité va dans la bonne direction, montre qu'une personne avec des bonnes valeurs morales, tu sais, comme j'écoutais Michael Moore puis Colbert parler un matin, puis j'étais très d'accord avec eux parce que moi, j'ai grandi dans la religion catholique, puis ceux-là aussi, puis Biden aussi, puis on parlait des valeurs, il parlait des valeurs fondamentales en jeu, puis il disait, tu sais, c'est quand même hallucinant quand tu regardes le premier débat pour la course aux démocrates où Kamala a rentré dans Biden, que Biden ait fini par la choisir elle. C'est pas juste qu'il n'a pas été orgueilleux par rapport à ça, c'est pas juste qu'il l'a pardonné, c'est qu'il a été même jusqu'à dire elle a peut-être un peu raison puis on a besoin de ça. T'sais, donc, c'est hallucinant. Donc, moi, je pense qu'il va vraiment vers le chemin de la réconciliation et que cette équipe-là va changer la face de la Terre. Les États-Unis vont redevenir en quelque part une grande nation et non pas en étant la CIA qui intervient partout, mais au contraire en aidant les grandes nations, en arrêtant d'attaquer les autres grandes nations et en faisant qu'on devienne une planète pleine de grandes nations pour qu'on ait quelque chose comme un gouvernement mondial de bonne volonté, une gouvernance globale d'entraide. C'est ça l'amour, c'est ça le message du Christ. Tu sais, c'est pas eux autres, c'est nos ennemis, puis il faut les terrasser. Le seul ennemi est l'illusion. Mais bon, bonne journée. On est vendredi 13 en passant.